le silence. Commençons par ce silence, mais pas n'importe quel silence. Le silence judiciaire. De ce silence judiciaire, je pourrais vous parler pendant des heures. De celui qui se fait lorsque la cour, le tribunal entre en salle d'audience. Du silence qui s'impose face à la douleur humaine. Du silence assourdissant de certains accusés, dont on voudrait soit qu'ils clament leur innocence, soit qu'ils reconnaissent les faits, et qui ne parlent pas. Aussi gênant soit-il, ce silence est essentiel. Il offre à la justice, à ses acteurs, un temps serein, loin de tout ce qui bourdonne sans cesse à nos oreilles. Mais face à ce silence, il y a notre sujet, la parole. La parole judiciaire. Cette parole judiciaire, c'est celle des justiciables, bien sûr, qui viennent dans les tribunaux, former leurs demandes, donner leurs arguments, ils disent leur vérité. Cette parole judiciaire, c'est celle aussi des témoins, des experts, dont les mots, les avis peuvent être décisifs. Cette parole judiciaire, c'est celle aussi des professionnels du droit, les avocats, les procureurs, les juges. Ils plaident, ils requièrent, ils décident. Leurs paroles dans l'arène judiciaire, elles s'échangent, elles se confrontent souvent, elles se grandissent parfois aussi. Et vous le savez sans doute, il suffit d'un mot pour faire changer le cours d'un procès. Et c'est encore plus vrai en matière criminelle, où devant la cour d'assises, seul ce qui aura été dit compte pour fonder l'intime conviction. Alors, la parole judiciaire, c'est justement convaincre. Et pour convaincre, il faut trouver ce qui fait sens chez l'autre. Comment mieux le dire que Jean-Denis Bredin, qui disait « Plaider, c'est écouter celui qui écoute ». Mais au-delà de convaincre, donner de la voix en matière judiciaire, c'est aussi tenter de donner du sens à des événements qui en manquent cruellement d'apparence. Donner du sens à des découvertes, parce qu'un ADN, un cheveu, une trace, une empreinte, cela ne veut rien dire. Si on ne l'inscrit pas dans un récit que l'on veut conforme à la vérité que l'on défend. La parole judiciaire, c'est justement aussi défendre une thèse, celle d'un homme, celle d'une femme pour un avocat, défendre toute la société pour le ministère public. Alors il y a un flot de paroles dans les tribunaux. Et dans ce flot de paroles, on retient surtout celle des ténors du barreau. Et il est vrai que par leur ton, par leurs mots, ils nous marquent et ils marquent aussi notre histoire. Les voix de Robert Badinter, de Gisèle Halimi sont de notre culture nationale, bien sûr. Mais la voix des juges, des procureurs, se fait aussi de plus en plus entendre, au-delà même de l'arène judiciaire. Nous n'hésitons plus, ou presque, à donner de la voix pour témoigner de notre action, pour dire nos décisions, parfois même pour les défendre. C'est une révolution. Et c'est de cette révolution dont je propose de vous parler en quelques mots. Des enjeux qui vont avec. Et comment mieux vous les faire ressentir qu'en vous mettant en situation. Mesdames et messieurs, vous êtes à présent juge ou procureur. Madame la procureure, monsieur le procureur, un fait dramatique vient de se commettre. Un enfant a été enlevé sur la voie publique, dans des circonstances hautement suspectes. Votre réaction première, elle est naturelle, elle est humaine, c'est l'inquiétude, comme toutes et tous. Mais tout de suite, il y a le professionnalisme chez vous. Vous vous rendez sur place, vous saisissez le bon service d'enquête et vous faites diligenter les investigations.
Vous repartez, il est 2 heures après l'événement, et votre téléphone sonne. Vous pensez, Madame la procureure, au premier compte-rendu des enquêteurs. Non, ce sont les journalistes. Ils vous appellent, déjà. Parce que, Monsieur le procureur, les chaînes d'information en continu ont eu connaissance de ce qui s'est produit, et très vite, l'ordre public est sur la brèche. De fausses informations commencent à circuler, et tous les principes essentiels sont bafoués, notamment par les médias qui désignent déjà un présumé coupable. Alors, Madame la procureure, vous avez un choix à faire, parce que la loi vous offre un choix. Vous avez le droit de parler ou de vous taire. Mais Monsieur le procureur, en savez-vous assez pour ne pas risquer d'être contredit dans la suite de l'enquête? Madame la procureure, n'allez-vous pas, par vos mots, ce que vous allez choisir, précipiter la disparition des preuves, précipiter la fuite du suspect, pire, précipiter le sort de cet enfant? Alors quoi? Choisiriez-vous de ne pas parler, de vous taire? Mais dans ce cas, vous n'informez pas, vous n'apaisez pas le trouble à l'ordre public et vous laissez les médias aller trouver ailleurs des informations, quitte à chercher et trouver des sources hasardeuses. Alors, Madame la procureure, vous allez faire le choix de parler. Mais pour parler, il vous faut des informations fiables. Or, elles sont nécessairement parcellaires, elles sont nécessairement instables. Mais vous choisissez celles qui sont justes à ce moment-là. Monsieur le procureur, pour parler, il vous faut justement choisir les bons mots, ceux qui ne vont pas choquer l'opinion publique, ceux qui ne vont pas trahir la vérité, parce que vous savez une chose, c'est que ce que vous allez dire sera, aux yeux de tous, la vérité. Et qu'il n'y a dans l'arène médiatique aucun appel, aucune voie de recours. Et vous savez aussi que c'est toute l'institution ensuite qui peut vaciller sous le poids de vos mots. Et ces choix de mots, vous les faites alors que vous continuez à mener l'enquête, bien sûr, alors que vous continuez à mener des centaines d'autres enquêtes. Et à ce moment-là, vous sentez lourdement que la faiblesse des moyens que vous avez dénoncés de manière inédite dans une tribune récemment ne vous aide pas. Mais il est temps de prendre cette parole. Vous choisissez de faire une déclaration à la presse. Cela signifie que vous allez parler, mais que vous n'accepterez aucune question. Et vous le dites aux journalistes. Il n'y aura pas de question à la fin de cette déclaration. Et cette déclaration, vous la faites avec les mots que vous avez choisis, avec un ton serein, parce que vous êtes parfaitement formé par l'école de la magistrature à le faire. Et vous aimeriez partir de cette salle à la fin dans un calme, respectueux des mots que vous avez dits, mais non. Vous quittez cette salle sous le flot des questions des journalistes parce que les journalistes tentent toujours. Et lorsque vous regagnez votre bureau, vous vous demandez quel sera l'effet de votre communication. Et vous regardez les réseaux sociaux. Sur ces réseaux sociaux, vous constatez que depuis les faits, des appels à la traque sauvage se sont multipliés. Vous constatez aussi que les avis sur votre parole sont prompts, ils sont vifs, que chacun y donne de la voix à égalité et que beaucoup dépassent les limites de l'acceptable. Ils disent sur ces réseaux beaucoup plus loin que ce qu'ils oseraient dire en vrai. Au passage, vous remarquez sur ces réseaux sociaux que certains de vos collègues juges, procureurs, s'y expriment, en indiquant qu'ils sont juges ou procureurs, mais en faisant le choix de parler sous pseudonyme. Et vous constatez alors que la protection que leur offre ce pseudonyme, l'anonymat, les pousse manifestement à manquer à leurs premières règles déontologiques. Alors vous, pour l'avenir, vous ne fermerez pas les yeux sur ces réseaux sociaux parce que, peut-être de manière travestie, vous pouvez y sentir le pouls de la société, ce qui bat. Mais vous ferez le choix, non pas de cette imprudence masquée sous pseudonyme, mais d'incarner à visage découvert, avec mesure. Cela fait 2 semaines que cet enlèvement a eu lieu. Et de par la procédure, il faut maintenant saisir un juge d'instruction. C'est celui qui a les meilleurs pouvoirs à ce moment-là. Monsieur,
Madame, vous êtes ce juge d'instruction. Vous reprenez l'enquête en conscience, vous aussi avec professionnalisme. Et votre téléphone sonne aussi. Les journalistes aimeraient vous entendre, vous demander ce qui ressort des premières investigations. Alors allez-vous parler ? Non. Parce que votre instruction est secrète. Et parce que vous êtes nourri des histoires, des exemples tristement célèbres de notre histoire, où la parole judiciaire durant l'instruction a complètement enrayé la recherche sereine de la vérité. Alors vous ne parlerez pas, vos informations resteront secrètes, et ces informations aboutissent à des résultats. L'enfant est retrouvé vivant et un suspect est interpellé. Oserais-je dire, quelques années plus tard, c'est le temps du procès. Madame, vous allez présider cette audience, monsieur également. Et vous le ferez sous les yeux des caméras, dans la salle d'audience. Parce que depuis quelques semaines, la justice peut être filmée dans des proportions sans égard à ce qui était auparavant. Et vous vous demandez, en ouvrant votre audience, quel sera l'effet, non pas des yeux humains qui sont devant vous, vous en avez l'habitude, mais de ces yeux mécaniques et de tout ce qu'ils charrient. Alors les paroles fusent dans votre prétoire, vous les modérez, vous avez cette présidence d'audience, jusqu'à ce qu'au final, vous décidiez que l'audience est suspendue pour que vous alliez délibérer. Pour délibérer, vous vous retirez dans une salle close, à plusieurs, et rien n'en sortira jusqu'à votre verdict. Et dans cette salle, vous allez, Monsieur le Président, Madame la Présidente, expérimenter l'angoisse décrite par Gide dans ses souvenirs de la cour d'assises. Parce qu'il se trouve que de votre décision collective va naître un résultat complètement inattendu. Cela va spectaculairement changer l'état du droit existant. Et vous pressentez que votre décision sera difficile à comprendre, mais surtout pour le public difficile à admettre. Alors à ce moment-là, vous vous demandez si vous avez le droit de prendre la parole, d'aller au-delà de la simple motivation de votre décision, mais de parler pour l'expliquer. Et en réfléchissant, vous remarquez que la Cour de cassation fait désormais des communiqués sur ses propres arrêts. Elle les explique après les avoir rendus. Mais en face, vous entendez ceux qui vous disent que la loi ne vous prévoit pas cet espace de parole, que vous risquez de contredire la parole du parquet, pire, que vous risquez de contredire votre propre décision en parlant. Alors, vous pesez le pour et le contre, et vous tranchez, c'est votre métier. Vous allez parler. Vous faites un communiqué de presse pour expliquer votre décision, parce que cette décision, aussi inattendue soit-elle, elle est juridiquement fondée, et elle mérite d'être connue, d'être comprise. Ou plutôt, le peuple au nom duquel elle est rendue mérite de mieux la comprendre pour mieux la juger lui-même. 5 années se sont écoulées depuis que Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous avez pris cette parole. Et encore des journalistes vous appellent. Ils aimeraient savoir ce qui s'est joué dans cette salle de délibéré, quels ont été les doutes, les certitudes. Mais vous ne parlez pas là non plus. Parce que ce qui se dit dans cette salle est secret. Et ce secret doit être sacré. Parce que c'est le prix de la liberté de parole de chacun. Toute cette expérience, vous l'aurez vécue dans votre carrière de juge, de procureur, des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Et à la fin de cette carrière, vous demeurerez avec des questions, peut-être même plus de questions que de réponses. Aurais-je dû dire autre chose ? Aurais-je dû me taire ? Aurais-je dû parler autrement ? Vous le voyez,
Être juge, procureur, ce n'est pas simplement être la bouche de la loi sans l'incarner, c'est être la voix du peuple, celle qui dit le droit, celle qui le crie parfois, celle qui fait que nous formons tous ensemble une société. Les responsabilités sont immenses, comme les défis qui se dressent. Alors, s'il y a un vœu que je forme ce soir, c'est que malgré ces défis, malgré ces responsabilités, et peut-être même parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des responsabilités, certains d'entre vous choisissent pour leur avenir de donner de la voix en tant que magistrats. Et peut-être peut-on, ensemble, en m'excluant du bénéfice du propos que je vais tenir, reconnaître, si ce n'est le courage, au moins le mérite de ces femmes, de ces hommes qui donnent de la voix pour la justice de notre pays. Puis, face au pendule de Foucault, qui lentement balance, laissez place au silence.